Donc, bonjour. On va commencer la 4e séance du module Bonjour. prévision et planification. On va commencer la 4e séance du module prévision et planification de la production. Ce sera la dernière séance de la partie prévision. Et à partir de la semaine prochaine, nous allons commencer la partie planification de la production. Je vais commencer, comme d'habitude, par un rappel principalement des techniques de prévision que nous avons déjà vues, et on passera par la suite au dernier modèle pour la prévision. C'est le modèle qui est utilisé pour calculer les prévisions pour des séries dites avec saisonnalité. On va comprendre ensemble qu'est-ce que ça veut dire des séries avec saisonnalité et voir un modèle proposé pour calculer les prévisions de ce type de série chronologique. Une partie à la fin de cette séance sera réservée pour vous rappeler les calculs des erreurs que nous avons déjà vues, vous proposer une équation qui est très utilisée pour l'évaluation, pour le suivi en fait du choix du modèle de prévision, appelé un signal de dérive. On va voir comment calculer ce signal de dérive et à quoi ça sert, c'est quoi la valeur ajoutée de ce signal de dérive par rapport aux deux équations d'erreur que je vous ai déjà proposées. D'accord? Alors, je vous rappelle rapidement ce que nous avons vu durant les 3 dernières séances. Je reviens vers le cours que vous avez déjà reçu. La première séance était une séance introductive. Je ne vais pas m'attarder trop sur le contenu de cette séance-là, puisque ça a été pratiquement repris avec sa totalité dans la deuxième séance. Et là, nous avons introduit surtout la différence entre la prévision et la planification et l'information la plus importante, c'est que la prévision et la planification sont deux fonctions de la chaîne logistique, si on parle bien sûr d'un système manufacturier, et la fonction prévision, c'est la fonction qui est juste avant la planification, et par la suite, nous aurons la fonction ordonnancement. Et donc, nous avons déjà situé cette situation dans l'activité de l'entreprise, l'importance de cette situation, et par la suite, nous avons entamé la partie sur les méthodes de calcul de prévision, et nous avons dit principalement que nous avons deux familles de techniques de prévision, la famille appelée famille de techniques qualitatives, et ces techniques-là sont utilisées lorsque nous n'avons pas de données sur la demande de clients, la demande passée des clients. Ouais, là, nous avons des demandes, mais c'est des données sur la demande, mais ces données-là ne sont plus fiables pour une raison ou une autre. Si nous disposons de données numériques, on peut utiliser des méthodes basées sur ce qu'on appelle des séries chronologiques, c'est-à-dire un ensemble de données à des périodes égales, à une suite, à une suite de périodes. Et là, ce sont les techniques les plus utilisées. Pour les méthodes qualitatives, nous avons cité 4 méthodes qui sont les plus utilisées: les avis des experts, le contact direct avec le client, l'étude de marché, la méthode Delphi, qui est un panachage entre parfois 3 méthodes qualitatives. Pour les méthodes quantitatives, nous avons dit que ça utilise des séries chronologiques et ça dépend de la nature des données historiques. Et là, nous avons défini 3 familles de produits. Trois familles de techniques. Nous avons dit que nous pouvons avoir des données historiques, des séries chronologiques qui présentent des données sous forme plus ou moins stable, et on appelle ce type de séries des séries stationnaires autour d'une moyenne. Et nous avons, pour calculer les prévisions pour une consommation avec cette évolution qui a une évolution historique stationnaire, nous avons proposé 4 méthodes: le calcul de la moyenne simple, la moyenne mobile pondérée et le lissage exponentiel simple. Pour deuxième type de données historiques, ce sont les données, les séries chronologiques avec tendance, et nous avons discuté qu'est-ce que ça veut dire tendance et proposé
trois modèles pour le calcul de la prévision. On peut utiliser le lissage exponentiel double, la régression linéaire, voilà, le lissage exponentiel double, mobile, c'est la troisième séance. Donc, le lissage exponentiel double, la régression linéaire et le calcul des séries avec causalité. Et pour les tendances, il y a des équations plus ou moins complexes et je vous ai dit que vous n'avez pas à apprendre ces équations. Si vous aurez besoin de calculer les coefficients d'une régression linéaire, par exemple, vous aurez les équations. Il suffit de être capable de lire ces équations et de les appliquer sur des données réelles. Vous pouvez revenir au cours pour plus de détails. Et pour la régression, par exemple, une remarque très importante à prendre en considération, c'est que lorsque nous avons une série chronologique, il faut considérer une partie des données historiques pour calculer le modèle et laisser une partie, dans notre exemple, on a laissé trois périodes pour la validation du modèle. Troisième modèle pour les séries avec tendance, c'est en relation avec ce qu'on a appelé la corrélation, c'est-à-dire la relation entre ce qu'on a appelé des données, une variable dépendante et une variable indépendante, et nous avons proposé un modèle de calcul de la prévision pour les séries avec causalité. Pour cette séance, nous allons enchaîner avec les méthodes de calcul des prévisions pour des séries particulières qu'on appelle des séries avec saisonnalité. Pour l'application des méthodes que je vous ai déjà montrées, je vous rappelle que vous avez ce fichier d'application et je recommande forcément de refaire tous les exemples sur Excel et manuellement. Et je vous rappelle que dans l'examen, vous aurez à calculer manuellement les différentes valeurs de la prévision. D'accord? Donc, je vous conseille de refaire tous les exercices du cours avec le fichier des applications que je vous ai envoyé. D'accord? Revenons à l'objectif de cette séance-là, qui est le calcul du modèle de prévision pour les séries avec saisonnalité. Et là, je vous signale une remarque aussi, pour les familles A et B, stationnaires et avec tendance, ce sont des méthodes, différentes méthodes de calcul. Pour le modèle avec saisonnalité, pour les séries avec saisonnalité, c'est un seul modèle avec ici 5 étapes. D'accord? Donc, c'est un peu modifié par rapport aux séances précédentes. Donc, on a dit 4 méthodes, ici 3 méthodes. Pour le modèle avec saisonnalité, modèle de série avec saisonnalité, nous aurons une seule méthode avec 5 étapes. Vous allez voir que les 4 premières étapes, ce sont des étapes de préparation de données, et puis on va calculer, après avoir défini un modèle de calcul, on va l'appliquer avec ce qu'on appelle une méthode de décomposition. On va commencer par définir ce que la saisonnalité et comment on peut vérifier que nous avons des données avec ou sans saisonnalité. En fait, le principe, il est le même. Qui peut me répondre? Comment on peut justifier, voilà, comment on peut vérifier que nous avons des séries avec tendance? Qu'est-ce qu'on fait pour vérifier que nous avons des séries avec tendance? On peut faire quoi pour la vérification? Donc, nous avons dit, pour vérifier si on a une série stationnaire, une série avec tendance et maintenant on peut dire une série avec saisonnalité, on doit tracer le nuage de points. Je reviens ici. C'est un nuage de points. Un ensemble de données. Je trace la courbe qui représente ces données-là et je dois vérifier s'il s'agit d'une série stationnaire, c'est-à-dire si j'ai une courbe plus ou moins horizontale autour d'une moyenne, si j'ai une tendance croissante ou décroissante. Ça, c'est une méthode. Deuxième méthode, pour la tendance en particulier, on peut calculer les variations et puis calculer une tendance moyenne.
comme le cas de la régression linéaire et le cas dans le cas général, les cas de séries avec tendance. Donc, pour vérifier si on a une série stationnaire, une série avec tendance ou bien une série avec saisonnalité ou autre d'ailleurs, ça peut être aléatoire, exponentielle, pour vérifier la nature ou la variation des données historiques, on doit tracer l'allure ou tracer le nuage de points pour voir est-ce que nous avons, comment on va décrire nos données. Pour la saisonnalité, comme vous venez de le voir sur le fichier Excel, vous voyez le fichier Excel, hein, pour me confirmer s'il vous plaît. Oui, madame. D'accord. Donc, pour vérifier que nous avons des données saisonnières avec saisonnalité, on trace le nuage de points et on voit bien qu'il y a une série avec saisonnalité. C'est-à-dire il y a une variation sur tout le cycle et une variation par période. Donc, lorsque on vérifie, après avoir vérifié que nous avons une série avec saisonnalité, ou bien les données sont confirmées, alors on vérifie nous-mêmes qu'il s'agit d'une série avec saisonnalité, on doit faire appel à ce qu'on appelle des multiplicateurs saisonniers, généralement notés CT. Qu'est-ce que ça veut dire un multiplicateur saisonnier? Combien de multiplicateurs saisonniers? On dit 4 multiplicateurs saisonniers. Ce multiplicateur-là mesure quoi? Mesure l'écart entre une moyenne, qui est ici la courbe en rose, et les valeurs réelles représentées ici par la courbe jaune. D'accord? Donc, si on prend par exemple C1, comme c'est écrit ici, ça mesure l'écart entre Y1, qui est la valeur réelle à un instant T, et la valeur de la moyenne sur toute la période estimée. La courbe rose, elle est estimée. Cet écart-là, le ratio entre la valeur réelle et la valeur moyenne, on l'appelle multiplicateur saisonnier. Et bien, la signification d'un multiplicateur saisonnier. Comment le calculer maintenant? On va le voir juste après avoir terminé la présentation de la méthode. D'accord? Ce qui est à retenir pour le moment, c'est qu'un multiplicateur saisonnier est utilisé lorsque nous avons des données saisonnières et c'est pour évaluer l'écart entre une valeur réelle, Y2 dans ce cas, de la courbe représentée en jaune, et une valeur moyenne pour le même instant T, représentée ici par la valeur Y1. Et on peut faire ça pour chaque période. Chaque multiplicateur mesure une déviation par rapport à une moyenne. C'est ce que j'étais en train de vous expliquer. Et maintenant, combien de multiplicateurs on doit calculer par cycle? Le nombre de multiplicateurs dépend de la longueur des cycles. C'est-à-dire quoi? Ici, nous avons 4 périodes. Je vais vous expliquer juste dans la diapositive suivante qu'est-ce que ça veut dire période. Donc, j'ai besoin de 4 multiplicateurs. Si j'ai 12 périodes, j'aurai besoin de 12 multiplicateurs. Comment on peut connaître maintenant le nombre de périodes? N, ça a une convention en fait. Ça décompose le cycle en périodes. Je vous pose les questions et je vous demande s'il vous plaît de me répondre parce que la réponse est très simple. Si on prend un cycle qui se répète chaque année et on va s'intéresser à des prévisions hebdomadaires, à votre avis, le nombre de périodes sera égal à combien? Un cycle égal à une année et on va avoir des prévisions hebdomadaires, c'est-à-dire par semaine, bien sûr. À votre avis, n sera égal à combien dans ce cas? Logiquement, ça va être quoi le n, le nombre de périodes par cycle? 52. Très bien. Pratel a dit 52 semaines par an. Par la même logique maintenant, si j'ai un cycle annuel avec des prévisions ou des données mensuelles, n sera égal tout simplement à 12. 12. Dernier exemple, pour un cycle qui se répète chaque mois avec des données
obtenu 4 fois par mois, c'est clair, le nombre de périodes, et dans ce cas, on doit obligatoirement prendre n égale à 4. D'accord? Et le nombre de multiplicateurs saisonniers doit être égal au nombre de périodes par cycle. Maintenant, en plus de la vérification que nous avons des données saisonnières, la détermination de nombre de périodes par saison, pour pouvoir appliquer le modèle pour les séries avec saisonnalité, on doit avoir au moins 2 cycles. C'est-à-dire, je vais travailler comme c'est écrit ici sur un cycle qui se répète chaque année et on va s'intéresser à des données hebdomadaires. Nous devons avoir les données hebdomadaires sur 2 années, au moins, sur au moins 2 années. D'accord? Pour pouvoir appliquer la méthode de prévision pour les séries chronologiques avec saisonnalité. C'est une remarque très importante. C'est-à-dire que, déjà, si je n'ai pas les données sur plus qu'un cycle, je ne peux pas vérifier la saisonnalité. Je ne peux pas vérifier que j'ai une augmentation en été, voilà, j'ai une augmentation. Il y a une seule année. On dit une consommation qui augmente pendant l'été. Est-ce que je suis sûre que ça va être, je vais avoir la même variation pour l'année prochaine? Non. Donc, je dois avoir une certaine répétitivité. Une répétitivité, même pas une certaine répétitivité. Je dois avoir une répétitivité. Pour vérifier cette répétitivité, je dois avoir au moins des données sur 2 cycles d'études. Les étapes à suivre, une fois nous avons vérifié la saisonnalité des données, nous avons défini le nombre de périodes et vérifié que nous avons plus un nombre de cycles strictement supérieur à 2, on peut commencer la méthodologie de calcul des prévisions selon la méthode adaptée aux données saisonnières. Les étapes sont en nombre de 5. Les 4 premières étapes sont des étapes de préparation de données et la 5e étape, c'est l'étape de calcul de la prévision. Les outils utilisés pendant les 4 premières étapes sont les outils que nous avons déjà vus. La moyenne mobile centrée, des quotients simples, des multiplications simples, la règle de 3. Vous allez voir qu'à une certaine étape, nous aurons besoin de la règle de 3. Et on va préparer les données pour appliquer ce qu'on appelle la méthode de décomposition. Et vous allez voir que avec la méthode de décomposition, on va utiliser à l'intérieur de cette méthode comme étant une étape de la méthode de décomposition, la régression linéaire. Donc, préparer les données, puis appliquer la méthode de décomposition. Pour le moment, on va s'intéresser à la première étape, c'est-à-dire les 4 premières étapes représentées ici, pour la préparation des données. Et comme nous avons fait pour les autres méthodes de prévision, nous allons utiliser un exemple sur Excel pour expliquer la méthode et vous aurez les résultats ici. Les différentes étapes sont ici. Moi, comment je vais commencer? Je vais commencer par Excel et puis résumer la méthode sur la présentation du cours. D'accord? Alors, la première étape, on doit avoir des données, on doit vérifier si ces données-là sont saisonnières ou pas. C'est bien vérifié parce que nous avons présenté la variation des données et on peut très bien vérifier que nous avons des données saisonnières. Est-ce que nous avons plus qu'un cycle ou pas? Oui, nous avons 4 cycles, donc on peut très bien appliquer cette méthode-là et vérifier la saisonnalité. Qui peut me répondre sur le nombre de périodes qu'on va considérer? Nombre de périodes, n égale à combien dans ce cas? 4. Égale à 4, mais pas les 4 cycles, mais plutôt ces 4-là, d'accord? N égale à 4, parce que chaque cycle, c'est un cycle, donc j'ai 4 cycles, اللي هما لهنا colorés en, par exemple, bleu, et les périodes, هما هذو. D'accord? D'accord. Pardon. B. La première étape, si on revient ici, et
le calcul de la moyenne mobile. Qu'est-ce que ça veut dire, un calcul de moyenne mobile? Lorsque vous recevrez le cours, quelques explications ici. Et je vais l'exemple. La moyenne mobile, c'est-à-dire tout simplement calculer une moyenne sur les 4 périodes. D'accord? Et on va faire la même chose pour toutes les périodes. Oui, Nerfo, qui peut me répondre? Est-ce que je peux considérer ça? Est-ce que je dois plutôt considérer ça? Est-ce que je dois considérer ce calcul de moyenne? Oui, Vous voulez madame. que je considère, est-ce que vous voulez que je considère le cours comme capsule? تحبوا نحسب الكور كيما كابسول معناتها سون انتراكسيون شحال عملنا وقتها عاد وقت نسجلوا نبعثه لكم هكا. B. On ne doit pas considérer cette valeur-là parce que ça utilise, dans l'Excel, ça utilise une cellule qui ne fait pas partie des données historiques. Et là, je vais évaluer les données historiques. Donc, où est-ce que je dois m'arrêter? Non, je ne dois pas l'utiliser. Ici, oui, parce que c'est une moyenne qui calcule la moyenne des 4 dernières périodes. Et vous pouvez vérifier que toutes les moyennes sont calculées ici. Si vous êtes en train de calculer manuellement, c'est les 4 premières. La deuxième, c'est 2, 3, 4, 5. La troisième, 3, 4, 5, 6, et ainsi de suite jusqu'à la dernière valeur. Maintenant, vous pouvez me poser la question, pourquoi j'ai commencé ici? Pourquoi ne pas commencer, par exemple, pourquoi ne pas faire ça? Égal, et je calcule la moyenne des 4. Kiff, hein? C'est le même principe. Donc, on dit, où est-ce que je dois m'arrêter? Je dois vérifier, est-ce que je dois m'arrêter là? Oui, il y a non. Donc, je dois supprimer les 3 dernières valeurs. Est-ce que je peux faire ça? Oui, je peux faire ça. Est-ce que je peux commencer à la deuxième cellule, ici, mettre la première moyenne devant la deuxième valeur du tableau? Oui, je peux faire ça aussi. L'essentiel, c'est quoi? L'essentiel, c'est de vérifier que je n'ai pas laissé une valeur sans. Je n'ai pas laissé une valeur des ventes ici sans calculer la moyenne et je n'ai pas utilisé le zéro. Je n'ai pas dépassé la dimension de la série chronologique. Donc, lorsque vous allez appliquer cette méthode-là sur le fichier Excel que je vous ai envoyé, vous pouvez mettre la première valeur de la moyenne là où vous voulez. Sauf que il faut faire attention que pour les autres étapes, il faut respecter ce que vous avez mis dans la première étape. Donc, et là, je vais garder ça. Déjà, le reste de l'exercice, pour le reste de l'exercice, j'ai utilisé ce choix-là. C'est un choix. Vous pouvez faire ce que vous voulez. Le résultat sera le même, quel que soit. Par contre, est-ce que je peux commencer ici? Je peux commencer ici, mais je serai obligée de revenir. C'est-à-dire quoi? Supposez que j'ai choisi de mettre la première valeur ici. Donc, égale moyenne de ça. De ça. Donc, je vais utiliser pour le reste des données ici, mais j'aurai, par exemple, la dernière valeur que j'ai calculée, c'est pour calculer la moyenne de ces 4-là. Donc, il me manque 2 autres valeurs. Je n'ai pas utilisé la 3e période du 4e cycle et la 5e période du 4e cycle. Donc, vous pouvez utiliser de commencer par la cellule que vous voulez, mais il faut vérifier que vous avez utilisé toutes les données, que vous avez calculé toutes les moyennes mobiles. D'accord? Dans le cas général, ou bien on commence à la première cellule, la deuxième ou la troisième lorsqu'on a 4 cycles.
pour ne pas avoir recours à des modifications. Et vous pouvez vérifier que nous avons les mêmes valeurs des moyennes et c'est logique parce qu'on a utilisé les mêmes données. Hein. D'accord? Est-ce que c'est clair ce point? Oui, madame. D'accord. B. Oui, Après, madame. d'accord. Après la moyenne mobile, on va centrer les moyennes mobiles que nous avons calculées. Je n'ai pas explicité les données, mais ce sont des données de vente. Hein. On va utiliser le mot vente. On a calculé les moyennes de vente. Maintenant, ce qu'on va faire, on va calculer, on va centrer ces moyennes mobiles calculées. Qu'est-ce que ça veut dire centrer? C'est-à-dire, on va calculer la moyenne on va calculer la moyenne de chaque deux moyennes mobiles calculées. C'est-à-dire, pour la première valeur, je vais faire quoi? Je vais faire ça plus ça et je divise par 2, tout simplement. D'accord? Donc, calculer la moyenne des moyennes mobiles calculées. Est-ce que je prends cette valeur-là? Est-ce que la cellule... Non, parce que la cellule E18 n'est pas une moyenne. Donc, je n'ai pas à utiliser ça. Je dois m'arrêter ici. Kiff, vous pouvez placer la moyenne mobile centrée là où vous voulez. D'accord? Donc, calculez la moyenne mobile centrée et là, vous aurez une description. Vous avez un exemple de calcul de la première moyenne mobile. C'est la somme des premières valeurs divisées par 4. Et puis, cette moyenne mobile doit être recentrée à l'étape suivante en faisant la moyenne des deux moyennes mobiles successives. Et ce que j'ai déjà fait sur le fichier Excel. Donc, la somme sur 2. Et pourquoi on fait ça? En faisant la moyenne des deux moyennes mobiles successives, on peut recentrer la moyenne mobile sur une période précise. Donc, c'est une méthode de traitement pour se rapprocher au maximum des valeurs réelles. D'accord? Donc, on a calculé la moyenne mobile sur les différentes périodes par cycle. On a calculé la moyenne mobile centrée. L'étape suivante, c'est de calculer ce qu'on appelle le ratio des ventes. Ça مدام veut dire, oui, مدام بليه ما يصيرش تعاود تفهمني موين موبيل علاش بدينا من التروازيام. مش بديناها من التخوازيام. شكون اعطيني اسمك كمان نسير ممتاز. ممتاز. ما بديناهاش مش اوبليغاتوارمون بديناها من التخوازيام. نرجعوا للموين موبيل. قلت لكم vous pouvez choisir تبداو من الاولى من الثانيه من الثالثه vous pouvez choisir de commencer là où vous voulez. انا j'ai choisi de commencer par la troisième. Et mais par exemple si انت tu as choisi de commencer par la première كي تجي من بعد باش تخدم la moyenne mobile centrée باش تبدا la moyenne mobile centrée à partir de la première ligne. D'accord? L'essentiel, c'est de calculer toutes les moyennes mobiles de dimension 4, voilà, d'ordre 4. Toute la première valeur ici, ici, voilà, ici, c'est la même chose, ça va rien changer à la fin, ça va rien changer du résultat, ça va légèrement modifier les valeurs par la suite, on va voir, mais réellement, à la fin, lorsqu'on va calculer les prévisions, ça va rien changer. Ce qui est absolument à respecter, c'est que si vous avez mis la valeur, si vous avez choisi ce choix-là, رانا في المويenne centrée كيف بدينا من الأول رانا كملنا للآخر avec la première ligne, d'accord? Et j'ai choisi de commencer avec la troisième, mais nous avions trois choix au moins ici, hein? D'accord? داكور مدام. Mais بعد ما حسبنا la moyenne mobile, حسبنا la moyenne mobile centrée. Maintenant, on va calculer ce qu'on appelle le ratio de vente. كيفاش نحسبوا le ratio de vente? C'est vente sur la moyenne mobile centrée. Donc, ça sera vente sur la moyenne mobile centrée. Et là, la valeur réelle divisée par la moyenne mobile اللي مقابلتها la moyenne mobile centrée اللي مقابلتها. Donc, ممتاز لهنا. إذا كان tu as choisi de commencer ici, باش نبدأ نحسب le ratio vente sur moyenne mobile centrée ici. Cellule هذه, d'accord? Pour moi, ce ne sera pas le cas. Pour moi, je vais commencer les calculs
à partir de la troisième valeur, où c'est un choix égal vente sur moyenne mobile centrée. D'accord? Et on continue pour toutes les valeurs. Je répète, إذا كان vous avez choisi oui, إذا كان nous avons choisi ce cas-là, donc la moyenne mobile centrée sera quoi? هذه moyenne mobile. Si on va calculer la moyenne mobile centrée, ممتاز جاوبني كيفاش نبداو؟ égal à quoi? Pour la deuxième, c'est 7 sur 6350. إذا نحسب الموين موبيل سنتري قبل هكا ولا؟ Oui, ماهيش sur la moyenne mobile. Donc نحسبوا حتى la première valeur يزي. Donc égal moyenne ولا نحسبوا هكا أسهل égal ça plus ça 6600. divisé par 2 باش نلقى la moyenne mobile. شو عملت؟ 2 divisé par 2. Donc c'est la moyenne mobile centrée. Et si je vais calculer le ratio des ventes, ça sera 7 sur la deuxième 6000. valeur. 7 justement, c'est pas 7. Ça sera égal à 5,1 divisé par la moyenne mobile centrée. Justement, ils ont la même ligne. Il faut faire attention. Avec je vais comme exemple. Ici, vous devez considérer le vente qui correspond à la ligne où vous avez calculé la moyenne mobile centrée. Pour moi, troisième, d'accord? Oui. خدام بربي موين موبيل ان ايجال 4 مش نورمال نبدا من 4 علاش بدينا من 3 نجمو نبداو من 4 انا اخترت باش نبدا من 3 نجمو نبداو من 4 اما كيف تبدا من 4 tu seras obligé باش تعاود تحسب لا troisième période خاطر باش يقعد لك واحد ناقص كي تبدا من 4 تو انا عملت 1 2 3 وانت قلت نبداو من 4 باهي نبداو من 4 مش مشكل هكا سوبريم هذايا فينا منه باهي نبدا من 4 شكون اللي يتكلم ايه مدام باهي نبداو من 4 شنو باش نحسب في 4 كيف هكا ولا moyenne c'est ça من بعد qu'est-ce que je vais faire je vais calculer toutes les moyennes هكا ولا نجي نشوف qu'est-ce que j'ai calculé en dernier lieu هذوما est-ce que donc انا j'ai terminé هكا ولا donc كي نجي باش نحسب انا la moyenne mobile centrée déjà si on vérifie les valeurs vous allez trouver les mêmes valeurs donc ما ناقصني حتى valeur. L'essentiel, vous choisissez la case que vous voulez. L'essentiel, il ne faut pas trouver plus que 3 cellules vides dans ce cas-là. باش نحسبوا une moyenne. إذا كان عندي 5 باش نلقى 4. فهمت؟ أما شنو اللي باش يتبدل pour le reste des calculs؟ تو هنا في الموين موبيل سنتري بديت في 3 ولا لا؟ Dans ce cas, وين باش نبداها la moyenne mobile centrée؟ مش dans ce cas. Dans ce cas, وين باش نبداها la moyenne mobile centrée؟ Ici, منين باش نبدا نحسب الراتيو vente؟ ايه الموين موبيل سنتري منين نبدا نحسبه من هوني ولا من 3 مدام مترو عليه مترو ما عنديش موين موبيل في 3 انا عندي كان في الكات من 4 حد. من الكات عاد فما اون لوجيك كي تختار من الكات تكمل الكل مع الكات كان بديت من 3 تكمل الكل مع 3 بديت من 2 كيف بديت من 1 كيف il faut respecter ce que vous avez choisi au début وتكمل به دونك لهنا اعطيني ايه la moyenne mobile égale quoi centré ça plus 6 ça divisé par 2 voilà et on continue هذه la moyenne mobile centrée d'accord خليني نكتب باش تتبعوني moyenne mobile et moyenne mobile centrée le ratio vente sur MNC كيفاش نحسبه يلزمني نقول égal quoi راه ايه 7 ولا 5 1 ولا قداش
Madame 5,1. Là, قلنا, on doit avoir, on doit considérer la même ligne. نفس البيريود. Donc, أنا باش نحسب في البيريود 4 يلزمني ناخذ le ventre réel de la période 4 divisé par la moyenne mobile centrée de la période 4. Selon اللي قلتو أنت نبدا من الكاتريام période. أنا j'ai choisi par hasard معناتها هكاك خاطر الكورسور جي غادي معناتها ولا ما نعرفش علاش اخترت نسيت. Mais c'est aléatoire. كنت نجم نبدا من الأول، كنت نجم نبدا من الثاني، كنت نجم نبدا من الرابع. J'ai choisi de commencer à 3, où je suis obligée de continuer la méthodologie avec le choix que j'ai fait à la première période. Enti, إذا كان tu as choisi de commencer à la 4e période, les calculs الكلهم يكونوا synchrones. معناتها لازمك تكمل من 4e période. La méthodologie est la même, les valeurs vont être légèrement modifiées, le résultat sera le même, exactement le même. لهنا pour clôturer avec ce point. J'ai choisi de commencer avec 3. Avec le fichier que vous avez déjà reçu, qui m'a قلت لكم, نجموا تبداو باش تحبوا تبداو بحاجه بالعكس. je vous conseille déjà de commencer avec une autre période مثلا من الاولى ولا الثانيه ولا الرابعه et appliquer les mêmes étapes pour vérifier à la fin que vous avez le même résultat. Des résultats très proches. Je me connais un changement une variation négligeable, si vous voulez. D'accord? Et Madame? Oui, d'accord. C'est bon, ça n'a rien de بالواحد. Et ça va? Ça va, merci. D'accord. شكون اللي قال مدام تاو؟ أنا مدام. Oui, ممتاز. تفضل. مدام بلي في الموين موبيل سونتري هذيك اللي عملناها تو. كل دو موين موبيل تعمل لهم لا موين نتاعهم. لا الفالور هذيك اخر فالور في التابلو الكات ناخذوها ولا فالور في التابلو كات فهمتكش هيك في الام ام سي اخر واحد 4.075 تحكي على الكات اي اخر فالور هذيك نثبتوا tu as raison ما لازمناش ناخذوها très bien صحيت فوالا تو تهنيت عليك انت فهمت très bien خاطر انا j'ai pas vérifié mais réellement on doit vérifier que la dernière valeur calculée, dans la dernière valeur calculée, nous sommes toujours dans la base. Très bien, monté Sahid Brax. D'accord? Très bien. Vehi. D'accord. Merci. Vehi. Narjou l'exemple que nous avons déjà commencé. Donc, on calcule la moyenne mobile centrée, on calcule le ratio vente. Donc, le ratio vente, j'insiste sur le fait que vous devez considérer les ventes, la valeur des ventes pendant la période où vous allez utiliser la moyenne mobile centrée. D'accord? Donc, si on revient vers la présentation, vous allez trouver comment calculer le ratio des ventes en divisant la valeur des ventes de la période considérée par la moyenne mobile centrée. D'accord? Voilà le ratio des ventes. Qu'est-ce que nous allons faire maintenant? Donc, Charman, je rappelle rapidement. Vérifier les valeurs, déterminer le nombre de... On dit déjà 4 cycles, on dit 4 périodes par cycle, calculer la moyenne mobile et vérifier où est-ce que vous allez placer la première valeur, vérifier la dernière valeur par conséquence, calculer la moyenne mobile centrée en calculant la moyenne de chaque deux valeurs dans la colonne précédente et calculer le ratio vente en divisant la vente de la période considérée par la moyenne mobile centrée. Maintenant, qu'est-ce que nous allons faire? قديش عندي من moyenne من ratio de vente pour la première période ici هذه la première période قديش عندي من ratio vente pour la première période pour simplifier pour avoir un management visuel si vous voulez on va colorer en vert les premières périodes rose deuxième bleu et jaune donc je n'ai cette couleur là et je vais colorer les premières périodes en vert. Voilà. On a 12, madame. 12, première période. Bien sûr. Bon. Le ratio avec المقصود الفونت sur moyen mobile centré égale à 12 périodes.
قداش عندي من ratio qui réfère à la première période. عندي 3 خاطر البروميير ما عنديش فيه حتى ratio هكا ولا. Une fois nous avons calculé le ratio vente, nous obtenons 3 ratios vente sur moyenne mobile centrée en référence avec la première période. Pour la deuxième maintenant. قداش pour la deuxième. عندي هذا oui ou non. شنو آخر؟ Est-ce que هذا ناخذه le premier? ما عنديش déjà ratio. عندي le deuxième et le deuxième. Kif. D'accord? Pour la troisième période. Kif. Est-ce que ناخذ هذا? Je prends ça? Oui. Ok. Je prends ça et ça. Et pour la quatrième période, je considère cette valeur-là. Je prends ça? Oui, madame. Le quatrième, هذا. Je prends ça? Non. Ça plutôt? Non. Mais قداش عندي؟ عندي 3 pour la première période, 3 pour la deuxième période, 3 pour la troisième, 3 pour la quatrième. Si on revient à la proposition de A tout à l'heure, on va calculer le ratio vente. On va calculer le ratio vente et on va vérifier قداش عندي من ratio pour le 1, قداش من 2, قداش من 3. ناخذ ال 1. هذا قداش؟ هذا 4. Donc 4. هذا زاد 4. Oui ou non? كي ما تفهموش أقول وقفوني. هذا 4 هكا الفوق ولا لا؟ 4 لا. هذا 4. Est-ce que nous avons un autre 4? Non? غادي نتبعوا فيه ولا؟ Oui, نتبعوا فيه. Oui, madame. D'accord. C'est l'exemple si nous avons mis la première valeur de moyenne pondérée qui m'a calé في la quatrième position. Donc, كيف عندي 3 pour le 1. قداش 3 كلهم كيف. D'accord? Donc, qu'est-ce qui va changer? Ce qui va changer, c'est l'ordre. Est-ce qu'on dit le premier ratio vente sur moyenne mobile centrée pour la première période, pour la deuxième, pour la troisième ou pour la quatrième? Mais dans tous les cas, j'aurai 3 ventes, 3 ratios ventes pour la première période, 3 ratios ventes pour la deuxième et 3 ratios ventes pour la troisième et quatrième période. D'accord? فهمتوا علاش قلت لكم راهو ça va rien changer de considérer تحط la première moyenne mobile من في الكاز الاولى الثانيه الثالثه ولا الرابعه. Vous avez compris? Oui, madame, c'est bon. D'accord. Donc وصلنا لهنا nous avons repéré يتسموا des quarts, عندي 4 quarts et عندي un ratio vente sur moyenne mobile centrée, 3 ratios vente sur moyenne mobile centrée par période. Je vais ces valeurs-là, on va calculer leur moyenne. C'est-à-dire, je vais le premier ratio, je vais le vert, bien sûr. Les couleurs pour simplifier. Ça plus ça. Et je vais diviser par combien? 3. 3 pour trouver la moyenne. D'accord? Est-ce que je peux copier vers le bas? Dans ce cas, pour une seule fois, pour la période 4. Donc, la période 2 égale ça plus deuxième valeur plus troisième valeur et je divise kif par 3 et je termine avec les deux autres périodes. Et on a une autre configuration puisqu'on a déjà expliqué la partie heavy. Et donc, nous avons calculé ce qu'on appelle un multiplicateur saisonnier. Et le multiplicateur saisonnier,
ce que je vous ai montré ici. Qu'est-ce qu'on a calculé? On a calculé C1, C2, C3 et C4. Qui fait moyenne mobile de dimension ou de rang d'ordre égal au nombre de périodes par cycle, moyenne mobile centrée, moyenne vente sur moyenne mobile centrée, et nous allons trouver les différents coefficients ou multiplicateurs saisonniers. Vous trouvez dans la présentation un exemple de calcul du multiplicateur saisonnier, c'est-à-dire la moyenne des ratios vente sur moyenne mobile centrée pour la première période, par exemple. L'année, il a choisi de commencer à la troisième, par exemple, là, mais c'est le même principe. D'accord? Une fois nous avons calculé les multiplicateurs saisonniers. Dans ce cas, on a 4 multiplicateurs saisonniers, 4 périodes par cycle. La somme de ces multiplicateurs-là, j'ai trouvé, juste la somme, hein, j'ai trouvé 4,004. Idéalement, je dois trouver combien? Idéalement. 4. Je dois trouver 4. Si j'ai des données idéales, je dois trouver 4. إذا كان نرجعوا لهنا l'exemple de mettre la première valeur des moyens في الquatrième saison, كنت نجم في الquatrième période كنت نجم نلقى 4,009 وإلا نلقى 3,986. هذه la différence. Mais dans tous les cas, je dois absolument trouver une valeur qui est très très proche de 4. Ou bien légèrement supérieur à 4, ou bien légèrement inférieur à 4. D'accord? Il y a la différence. Comment choisir? Est-ce que je mets la première valeur ici, ici, ici ou ici? D'accord? Une autre configuration, vous mettez la première valeur à la quatrième période, vous allez peut-être trouver 3,98 ou la 4,01. إذا كان لقيت 5 c'est faux. فما عندك une faute de calcul quelque part. إذا كان لقيت 2 c'est faux aussi. Il faut trouver une valeur qui est très proche de 4. Mais il est très proche de 4. On doit ajuster ce multiplicateur saisonnier. Qu'est-ce que ça veut dire, ajuster ce multiplicateur saisonnier? C'est-à-dire, je dois avoir une somme des multiplicateurs égale exactement à 4. Et qui نحسب le multiplicateur justifié, je dois trouver une valeur exactement égale à 4. Je معناتها ناخذ par exemple la première période. قداش la valeur نتاعها 941. Voilà, 941 qui correspond à 4, on a la valeur aussi. Si j'ai une valeur, c'est un multiplicateur saisonnier pour la première période égale à 0,941, j'aurai une somme des multiplicateurs saisonniers égale à 4,004. D'accord? Et je hachti 4 exact. Donc, qu'est-ce que je fais? La règle de... La règle de quoi? La règle de 3. Et je vais trouver un multiplicateur saisonnier. On doit coller la valeur. Voilà. Donc, 9, 4, 1 pour un multiplicateur saisonnier à partir de ces données. Je vais considérer 0,941 après avoir appliqué la règle de 3 pour trouver qu'est-ce que je dois avoir pour quelle est la valeur du multiplicateur saisonnier de la première période pour garantir que nous aurons une somme des multiplicateurs saisonniers, des 4 multiplicateurs saisonniers égale exactement à 4. Une simple application de la règle de 3 pour toutes les périodes. Donc, si vous appliquez ça, vous allez trouver on vérifie ici, la valeur calculée à partir du ratio vente sur moyenne mobile centrée multiplié par 4
est divisé par 4,004. On applique la règle de 3 pour les 3 autres périodes et on trouve que la somme, elle est bien égale à 4 exactement. Et on va considérer ces valeurs-là, les valeurs des multiplicateurs saisonniers ajustés pour le reste de l'exercice, pour le reste des prévisions dans le cas général. D'accord? Donc, on revient ici. La dernière étape que nous avons décrite, c'était le calcul de la moyenne du ratio vente sur moyenne mobile centré sur les 3 périodes dans notre cas. Puis, on va considérer les multiplicateurs saisonniers et on va les ajuster selon cette équation-là, qui est une application directe de la règle de 3 pour garantir l'état idéal pour être le plus proche possible des données réelles et avoir une somme des multiplicateurs saisonniers exactement égale à 4. Et on va considérer ces multiplicateurs ajustés, multiplicateurs saisonniers ajustés pour, on a la 4e étape, pour la 5e étape qui est la méthode de décomposition. D'accord? Je vous rappelle, lorsque nous avons commencé avec voilà, ici, je vous ai dit que nous avons 5 étapes. حسبنا la moyenne mobile centrée, ratio des ventes, multiplicateur saisonnier ou multiplicateur saisonnier ajusté. On arrive maintenant à la 5e étape qui est la décomposition ou la prévision proprement dite. Il y a cette méthode-là. Je vous rappelle ce que nous avons dit au début de la séance. C'est la méthode de décomposition. On est arrivé là maintenant. D'accord? Les questions? Non, madame, c'est D'accord. C'est clair, hein? Moi, comme je t'aborde. Vous n'avez pas de questions parce que vous avez compris. Oui, c'est clair. Oui, madame. D'accord. oui, madame, c'est On bon. revient maintenant. Les décompositions. في وسط décomposition, la méthode de décomposition, on a quelques étapes aussi. Je nomme les quelques étapes, kiff. On connaît exactement les outils utilisés pour la méthode de décomposition. Maintenant, on les rassemble ensemble pour avoir cette méthode-là. Donc, le multiplicateur saisonnier justifié. Déjà, bon, comme étant dans l'étape 4 ou l'étape 5. C'est la même chose. L'essentiel, on ne peut commencer le calcul qu'après avoir justifié les multiplicateurs saisonniers. L'étape suivante, c'est ce qu'on appelle la désaisonnalisation des données. Je m'en la désaisonnalisation des données, c'est-à-dire, les données selon une forme sinusoïdale. À partir, une fois nous avons eu le multiplicateur saisonnier, je peux tracer la courbe rose au début de la présentation. Maintenant, à partir des multiplicateurs saisonniers, je peux déterminer la courbe rose. C'est le multiplicateur saisonnier. C'est un coefficient qui mesure l'écart entre les valeurs réelles en jaune et les valeurs moyennes en rose. Qu'est-ce qu'on a calculé? On a l'axe. Nous avons les valeurs moyennes et les valeurs réelles et on a calculé le coefficient. Non, on a les valeurs réelles, on a les coefficients et on va calculer la courbe rose qui est la moyenne. Avec la désaisonnalisation. Des données saisonnières, comme je vais être dans une situation où j'ai des données linéaires avec tendance. Donc, je vais faire les calculs, je vais appliquer des calculs de façon à ramener ces sinusoïdes-là, cette variation sinusoïdale, en une variation linéaire. D'accord? Comment on va procéder? Donc, on va diviser les ventes par le multiplicateur correspondant. On revient vers le fichier Excel. Donc, avec le multiplicateur ajusté, voilà. On va désaisonnaliser les données. C'est-à-dire qu'à la première période, j'ai divisé les ventes par le multiplicateur ajusté. L'année,
نحط le multiplicateur ajusté باش نحي juste les couleurs pour vous expliquer بعد نرجعهم. نفكركم وين وصلنا في الريزولتا انه on a calculé les multiplicateurs ajustés. D'accord? بعد pour la période 1 عندي un multiplicateur saisonnier ajusté égal à 0,940. شنو باش نعمل؟ نجي مش هذه نجي قدام chaque période 1 ونكتب la même valeur. Voilà. Voilà. Donc, on dit 0,940 devant chaque période 1. Et la période 2, قديش la valeur? C'est 0,858, مش 9. ناخد le multiplicateur ajusté. Je vérifie. شعملنا 858. Et c'est bien ce que, par exemple, ça. Voilà. 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 Et voilà. C'est ce que nous avons fait. Et pour désaisonnaliser, on va désaisonnaliser quoi? On va désaisonnaliser ça. L'objectif interne, c'est de désaisonnaliser. Le traitement, le traitement, les ventes. Donc, on dit des ventes saisonnières, je vais les désaisonnaliser en faisant quoi? En divisant les ventes par le multiplicateur saisonnier ajusté correspondant, tout simplement. D'accord? Et on fait la même chose pour le reste des valeurs. Est-ce que c'est clair? Oui, madame. On a désaisonnalisé. Donc, qu'est-ce que nous avons? Nous avons une courbe linéaire, plus ou moins linéaire, avec tendance. Oui ou non? C'est une tendance croissante. Est-ce que nous avons vu dans ce cours une méthode pour calculer les prévisions des séries avec tendance? Au moins une méthode. Oui, on a deux méthodes. On a l'exponentielle double, on a la régression linéaire. Est-ce qu'on peut appliquer la régression linéaire sur les données désaisonnalisées ici? Est-ce que la régression linéaire est applicable sur les données désaisonnalisées? On peut appliquer la régression linéaire. Non, madame. Je pose une autre question. Quand est-ce qu'on a le droit d'appliquer la régression linéaire pour calculer les prévisions? Lorsque j'ai une série chronologique avec tendance, c'est-à-dire lorsque j'ai des données, je trace la tendance des données et je trouve que j'ai une tendance plus ou moins linéaire avec une tendance plus ou moins linéaire et croissante. La courbe bleue ici, est-ce que c'est plus ou moins linéaire? Oui. Est-ce que c'est croissante? Oui. Donc, j'ai transformé les données saisonnières en des données comment? C'est comme si la série saisonnière avait une série avec tendance. Avec l'objectif de traitement de données, c'est de transformer les données orange, saisonnières, en des données à tendance linéaire croissante. Donc, allez, j'ai intérêt à faire ça pour justement pouvoir appliquer les méthodes de prévision des séries stationnaires avec tendance. Donc, à partir de là, je peux appliquer ce que nous avons vu comme méthode. Comme méthode de quoi? Comme méthode de prévision pour les données des séries chronologiques avec tendance. Est-ce que vous êtes d'accord? Est-ce que vous êtes d'accord que nous pouvons appliquer la régression linéaire? Oui, madame. Au début, lorsque nous avions la courbe orange ici, est-ce que nous avions le droit d'appliquer la série, une méthode, par exemple, la régression linéaire? Non. Non, madame, juste. En fait, on peut l'appliquer. On n'a pas intérêt à l'appliquer. Mais starting, il y a des données appelées biaisées. On a des données qui sont fausses. Starting, il y a des résultats qui n'estiment pas
in a good way, si vous voulez, qui n'estime pas réellement l'évolution de la demande. On applique la série stationnaire lorsque nous avons des données autour d'une moyenne plus ou moins constante horizontale. On applique les méthodes des séries avec tendance lorsque nous avons des données linéaires avec tendance croissante ou décroissante. Ou les méthodes pour les séries avec tendance que nous avons vues, شفنا l'exponentielle double, شفنا la régression linéaire, شفنا la régression linéaire pour les séries avec causalité. Donc, lorsque j'ai transformé les données saisonnières sinusoïdales dans notre cas en des données en une série chronologique avec tendance en calculant la moyenne à partir d'un multiplicateur saisonnier ajusté, on a ce qu'on a appelé la désaisonnalisation des données, nous avons ramené les données en une série chronologique avec tendance, dans l'objectif de pouvoir appliquer l'une des techniques de prévision des séries avec tendance. Donc, là, nous avons l'exponentielle double ou on applique aussi la régression linéaire. Nous avons choisi d'appliquer la régression linéaire. C'est-à-dire quoi la régression linéaire? La désaisonnalisation, vous savez comment calculer la désaisonnalisation et vous avez les remarques sur le fait d'avoir une série, voilà, d'avoir une série chronologique de données désaisonnalisées qui peut être considérée comme étant une série chronologique avec tendance, et on peut par la suite déterminer l'équation de tendance en utilisant par exemple la régression linéaire. Par exemple, l'exponentielle double. L'essentiel, c'est d'utiliser une méthode de régression utilisée pour les séries avec tendance, bien que au départ, nous n'avions pas une série avec tendance, nous avions une série avec saisonnalité. D'accord? Donc, je vous rappelle les équations pour les séries, voilà, c'est ça, les séries chronologiques avec tendance. Donc, on va considérer qu'il y a une série chronologique qui m'a désaisonnalisée et je vais calculer le coefficient A, B, c'est un ECS, XY et SXX avec les équations correspondantes et puis déterminer l'équation de la tendance Y, c'est-à-dire quoi? Y, c'est la prévision égale au coefficient B plus A plus B fois la période T. T, les périodes que je vais dont j'ai besoin de calculer les prévisions. Les 4 cycles que j'ai ici, hein, c'est au-delà de ça. D'accord? Donc, vous pouvez appliquer la régression linéaire pour justement calculer l'équation. Elle redit directement, mais vous pouvez revenir au cours de la dernière séance et calculer les prévisions et calculer l'équation des prévisions de cette série. D'accord? Comment on va procéder? L'équation, hein? On va remplacer T par quoi? On va remplacer T par quoi? Si on veut calculer les prévisions. Ben, je pose la question autrement. J'ai des données sur 4 périodes. Sur 4 cycles. 1, 2, 3, 4. Donc, si je vais commencer. T تنعوضوها ب5 مش 5 mais c'est relatif, c'est une valeur relative à la période 5. C'est ce que j'étais en train de dire. La réponse. Donc, on va estimer, on va calculer les prévisions pour le 5e cycle. On va calculer les prévisions du 5e cycle. قديش عندي من période ici? Combien de périodes, mon cycle? 4 plus 4 plus 4 plus 4. ما همش 4 عادة 4 fois 4. 16 معناها. On a 16 périodes. On dit 4 cycles et 16 périodes. Par exemple, c'est la première période du 3e cycle. On dit 16 périodes. كيف نرجع هنا كي نرجع لل 5e période. هذه ce sera la période numéro combien? 16
17, 18, 19 et 20. D'accord? Donc, pour calculer les prévisions de la deuxième période du 5e cycle, je vais remplacer T par 18. D'accord? Lorsque je vais utiliser l'équation de tendance, je dois remplacer T par le numéro de période, mouche de cycle, mouche 5. Donc, c'est le nombre le rang de la période dans le 5e cycle. Et donc, quand je vais chercher les prévisions de la première période du 5e cycle, je vais remplacer T par 17. Si je vais calculer les prévisions de la deuxième période du 5e cycle, je vais remplacer T par 18 et ainsi de suite. D'accord? Est-ce que c'est clair? Oui, c'est clair, madame. Oui, madame. D'accord. Donc, nous avons 4 périodes pour le 5e cycle, comme ça, et nous allons calculer les prévisions par un remplacement simple de chaque, dans l'équation de calcul de la tendance, et on va trouver ces valeurs-là. Vous pouvez vérifier, bien évidemment. D'accord? Est-ce qu'on a terminé, à votre avis? Est-ce qu'on a terminé? Lorsqu'on a calculé ces valeurs-là, est-ce que c'est par rapport à des valeurs réelles ou à des valeurs traitées? Des valeurs traitées. Des valeurs traitées. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit revenir aux valeurs réelles. Je n'ai la transformation que nous avons faite pour avoir les données désaisonnalisées. Shaman fait de la désaisonnalisation. Shaman. On a divisé les ventes par le multiplicateur ajusté correspondant. B, les données réelles, il suffit de faire quoi? Donc, je les situations initiales. Je vais faire quoi? On va multiplier quoi par quoi? Donc, les valeurs que nous avons calculées ici, vous pouvez vérifier, 6, 1, 1, 6 ou 9, 0, 52, et nous avons bien les mêmes valeurs. Nous avons les multiplicateurs ajustés, 0, 9, 4, 0, etc. Ajusté, le multiplicateur saisonnier lourd, et on va calculer les prévisions finales en faisant quoi? La multiplication des prévisions calculées pour la tendance linéaire par le multiplicateur ajusté correspondant. Et نقسمت باش نلقى les données désaisonnalisées, توا باش نرجع la réalité, خاطر هذيك هي la réalité en fait. Et vous pouvez voir l'écart ici, bien évidemment. Imaginez que ce sont des millions de pièces, par exemple, des milliers de pièces, non, une seule pièce, les 0,6 ou la 0,0, c'est la même chose. Non, c'est pas la même chose. On ne sait pas qu'est-ce qu'on est en train de calculer. Des lots de 1000 pièces, ou la 5000 pièces, ou la 10 000 pièces. D'accord? Donc, il ne faut pas oublier cette étape. Une fois nous avons calculé les valeurs de prévision en utilisant l'équation de tendance, une fois les données sont désaisonnalisées par un multiplicateur ajusté, on doit ramener les valeurs à leur réalité, si vous voulez, en multipliant les valeurs calculées, les valeurs de tendance calculées par le multiplicateur ajusté correspondant à la période considérée. Et il faut toujours se rappeler qu'on doit avoir une continuité des périodes. On T NIB 5, NIB 1. On doit remplacer la période T par le rang de la période correspondante dans le cycle dont on cherche à calculer les prévisions. D'accord? Est-ce que c'est clair? Ok? Donc, voilà. Est-ce qu'on a terminé maintenant? Oui, on a bien terminé en calculant déjà prévision finale. Donc, on a terminé avec les calculs de prévision et ça sera, les valeurs seront les prévisions du 5e cycle, des 4 périodes de la 5e cycle, calculées
en appliquant une méthode de prévision pour les séries qui présentent une saisonnalité. Il y a une étape de traitement, de préparation de données, et c'est le cas presque pour tous les modèles, hein, mais en particulier, on a focalisé sur les données avec saisonnalité, mais en réalité, tous les modèles nécessitent un certain traitement de données, même la moyenne simple, et nous avons déjà discuté ça. Traitement de données en calculant la moyenne mobile centrée, le ratio vente, et puis les multiplicateurs saisonniers et multiplicateurs saisonniers ajustés, désaisonnaliser les données d'origine, puis appliquer une régression linéaire, par exemple, appliquer une des méthodes de calcul des tendances, des calculs des prévisions pour les séries avec tendance, calculer les prévisions tendance, puis multiplier chacune de ces prévisions par le multiplicateur ajusté pour avoir les prévisions finales des courbes, des séries chronologiques avec saisonnalité. D'accord? Voilà, c'est qu'est-ce qu'il faut faire pour avoir les révisions finales. Et bien sûr, comme toute autre technique de prévision, si on veut évaluer cette méthode, on peut calculer les écarts. Mais c'est pas notre sujet pour le moment. D'accord? Donc, on a fini avec la dernière technique que nous vous proposons pour le calcul des prévisions, en particulier des séries avec saisonnalité. Et là, je passe à la deuxième partie, une toute petite partie, en fait, un rappel, et puis je vais ajouter un simple indicateur, un simple calcul d'erreur pour le suivi et le contrôle des prévisions. Ok, je vais vérifier, par exemple, si j'ai une bonne prévision ou pas. On doit calculer, comme d'habitude, les équations des erreurs. L'erreur le plus simple, c'est de calculer l'écart entre la réalité et la prévision. Une simple soustraction des prévisions à partir des données réelles, et c'est le calcul le plus simple. Nous avons vu deux mesures, deux indicateurs, deux calculs d'erreur que nous pouvons faire, et nous avons commencé ça à partir de la première technique vue liée à la moyenne simple. Nous pouvons calculer ce qu'on appelle l'écart moyen absolu, utilisé sous son nom anglais, mean absolute deviation, mais les deux sont corrects, bien évidemment, qui est calculé par l'équation valeur absolue de ce qu'on a appelé erreur ici, divisé par le nombre de périodes. Nous avons aussi vu deuxième équation d'erreur, qui est l'erreur quadratique moyenne, qui est la somme des carrés des erreurs, écart entre réel et prévision, divisé par le nombre de périodes. Et j'insiste sur le fait que si vous voulez comparer deux méthodes de prévision, il faut strictement utiliser la même équation d'erreur. L'erreur quadratique pour la première méthode, on doit absolument choisir la même équation, le même calcul d'erreur pour la deuxième si on veut comparer. Et c'est logique, mais il faut faire attention à ce point-là. Donc, on les connaît déjà. Une quatrième, si vous voulez, moyenne qu'on peut calculer liée à la somme des erreurs divisée par n. Je vois le différence entre la valeur absolue et la somme des erreurs. Est-ce que vous pouvez me répondre, est-ce que ce calcul-là est plus précis ou moins précis que ces équations? La somme des différences, la valeur absolue, ni valeur absolue, ni carré. Est-ce que le calcul sera plus précis ou moins précis? Est-ce que l'information que je vais récupérer à partir de cette équation sera plus importante ou moins importante, à votre avis? Hein? Qu'est-ce que ça va me donner si je calcule une moyenne? Ça va me donner… Oui, Fadla. Moins important, madame? Moins important dans quel sens? Et en fait, un écart entre une moyenne ou la valeur maximale ou la valeur minimale. Mais elle est moins importante, oui, dans quel sens? Dans le sens où, je vais trouver un 5. Je vais trouver un 5. En fait, je vais dire que j'ai une erreur moyenne égale à 5. Mais quand les valeurs
اللي le moyenne نتاعهم égal à 5 كاين عندي un écart supérieur égal à 50 et un écart inférieur égal à moins 50. Donc عندي une moyenne وهما se sont annulés خاطر هي ما غير la valeur absolue لا حتى شيء. انت عندي plus 50 moins 50 et quand même j'ai trouvé une moyenne égale à 5. Donc l'information n'est pas très significative dans ce sens-là. Le trait positif, si vous voulez, le trait négatif va s'annuler. Est-ce que cet écart-là, c'est une moyenne, ok? Je suis stable, c'est un bon KPI calculé. Mais si je veux avoir une information précise sur la valeur maximale, la valeur minimale, c'est inutile de calculer une telle moyenne. D'accord? Donc, elle n'est pas importante parce qu'elle peut camoufler certaines données, comme l'exemple que je vous ai déjà cité. Donc, dans le cas général, l'écart simple n'est pas très très important. Dima, il une référence qui m'a dit un écart de 10 entre deux périodes, mais qui m'a dit un écart de 10 entre 100 périodes. C'est pas la même chose. Décalage dans le cas général, décalage d'ailleurs, les deux équations les plus utilisées, l'écart absolu et l'écart quadratique. Et les erreurs calculées à un moment donné, à une période T bien précise. On peut approfondir l'analyse en faisant quoi? Bien sûr, on a la remarque, je suis oubliée de la mentionner, mais vous connaissez déjà qu'il faut choisir, bien sûr, l'erreur qui me donne la valeur la plus petite, c'est évident. Alors, on a ce qu'on appelle le signal de dérive qui est utilisé non pas pour calculer l'erreur, mais pour suivre régulièrement cette erreur-là. Le signal quadratique, non. Le signal quadratique est utilisé, le signal de dérive, je quadratique. Le signal de dérive est utilisé pour suivre l'évolution de l'erreur. J'ai utilisé une technique, j'ai confirmé cette technique-là par comparaison à d'autres techniques. J'ai rendu 20 périodes, j'ai calculé les prévisions de la période 21. La période 21, j'ai eu la valeur réelle. Le signal de dérive me permet de considérer l'écart entre la valeur calculée par le modèle de prévision et la valeur réelle et éventuellement d'injecter cette erreur dans le modèle de calcul. Un suivi régulier pour vérifier si la méthode que j'ai choisie pour la série chronologique définie déjà, la période 21 était pour prévision, est-ce que c'est toujours fiable ou là je dois modifier quelque chose dans le modèle choisi? D'accord? Donc, comme j'étais en train de dire, c'est pour détecter si la méthode que j'ai déjà utilisée est toujours fiable pour le calcul des prévisions ou pas. Qui fait chez Tarseb ce signal de dérive, c'est la somme des valeurs absolues des erreurs divisée par la déviation absolue moyenne. D'accord? Lié à le nom anglais de l'écart moyen absolu, bien sûr. D'accord? Le signal de dérive se calcule avec cette équation. Mais vous allez voir l'importance, je fais le calcul, mais plutôt fait la variation, dans sa courbe de variation. Donc, maintenant, vous devez retenir qu'il y a un signal de dérive qui est utilisé pour suivre régulièrement est-ce que la méthode que j'ai utilisée est toujours appropriée ou pas, et que son équation est égale à la somme des écarts entre les valeurs réelles et les prévisions, divisé par la déviation absolue moyenne. Comment on va évaluer ce signal de dérive? La règle dit que le signal de dérive est considéré bon tant qu'il est entre 3 et moins 3 et on peut même aller jusqu'à 4 et moins 4. C'est-à-dire, tant que les valeurs que nous avons trouvées du signal de dérive, que nous avons calculé à partir de cette équation-là, sont entre 4 et moins 4, la méthode est bien adéquate
à nos données. Quand les tous les 5, ou elle a tous les moins 5, 6, moins 6, moins 7, moins 10, et bien sûr, en s'éloignant de la valeur de 4, ça devient de moins en moins approprié, on doit revoir la méthode que nous avons utilisée pour calculer les prévisions. Et là, vous avez un exemple du signal de dérive. D'ailleurs, le signal de dérive, la somme des valeurs absolues. Donc, on dit un tableau de calcul, et puis nous avons tracé la courbe du signal de dérive. Donc, qui peut interpréter cette courbe-là? Est-ce que le signal de dérive est bon ou pas? Donc, le signal de dérive est bon jusqu'à la sixième période. À partir de la septième période, ça dépasse le 4. Donc, je dois revoir mes méthodes de calcul des prévisions. Et d'ailleurs, comment on peut utiliser cet indicateur-là pour l'évaluation des prévisions. D'accord? L'idéal, bien sûr, c'est d'avoir un signal de dérive autour de 0. Comme il y a un signal de dérive faible, proche de 0, comme la méthode elle est appropriée à mon activité. D'accord? Et comme je vous ai dit, lorsqu'on dépasse les valeurs seuil, que ce soit 4 en croissance et moins 4 en décroissance, on doit revoir la méthode utilisée et ça nous donne bien évidemment une idée sur la qualité de notre activité. C'est-à-dire, est-ce que nous avons par exemple une surestimation, voilà, une sous-estimation des demandes réelles des clients. Juste une dernière remarque sur le signal de dérive. Il y a des entreprises qui peuvent considérer que la valeur 2, c'est la valeur idéale. Donc, pour eux, il faut avoir des mesures plus strictes. Il faut avoir des seuils plus importants, moins larges pour le signal de dérive. D'accord? Donc, les valeurs 3, moins 3 et 4, moins 4, ce sont des valeurs déterminées par la théorie, mais peuvent très bien être modifiées d'une entreprise à une autre. Et quand vous n'avez aucune indication, vous considérez la valeur de 4. Et quand vous avez besoin d'appliquer l'évaluation des méthodes ou des techniques de prévision par le signal de dérive, par l'indicateur signal de dérive, suivre l'évolution de l'erreur, vous considérez que la valeur 4 et moins 4, ce sont les valeurs seuil supérieur et inférieur pour juger de la qualité des prévisions. Et les prévisions sont d'autant plus fiables que la valeur du signal des dérives est proche de 0. D'accord? Voilà. C'est en fait la dernière partie sur la partie prévision. C'est la dernière notion que nous allons voir pour les prévisions. Et à partir de la prochaine semaine, la prochaine séance en présentiel, Inch'Allah, nous allons entamer la partie planification avec les 4 plans, plan global, plan industriel et commercial et PDP ou calcul MRP à la fin, dont une méthodologie MRP2. Sont dans une logique ou dans une méthodologie de planification appelée MRP. On va utiliser les prévisions comme données maintenant, à partir de cet instant-là. On a dit une prévision de 5000 articles, de 10 articles, de 20 articles, et on doit avoir les données sur ces articles-là, le nombre, bien sûr, à partir des prévisions, la nomenclature, poste, charge et gamme, les ressources dans le cas général avec la nomenclature, et on va voir comment la différence déjà entre ces plans-là et comment on va calculer. Le résultat fera l'objet du module ordonnancement que vous aurez pendant la 4e période. Une seule chose restante pour la prévision, on va avoir une demi-heure peut-être sur POMQM, qui est un logiciel. On a les applications internes à Excel, mais il y a bien d'autres logiciels pour les calculs des prévisions, forecasting, l'anglais c'est prévision en français, et POMQM, file toutes les méthodes que nous avons vues, toutes les techniques de prévision que nous avons vues. Donc, vous allez saisir, on va voir déjà on dit le manuel. En fait, POMQM, un outil pour les prévisions, c'est un outil de gestion de la production. Si, entre autres,
les prévisions, le calcul des prévisions. D'accord? Donc, FIPOM-QM, vous allez voir, comme le logiciel, vous l'installez ou faites dans la prochaine séance, je vais une demi-heure pour les calculs de prévision par POM-QM. Donc, les données, comme les séries chronologiques. Ici, bien sûr, c'est des données quantifiées, hein, des séries chronologiques, mais en marche les méthodes subjectives. Donc, comme les séries, ce que vous avez à faire, saisir les équations, ni rien du tout. Vous allez choisir la technique que vous pouvez ou là vous voulez utiliser pour le calcul des prévisions, la moyenne mobile, et puis POM-QM va calculer toutes les erreurs, les valeurs des erreurs, un tableau aussi l'erreur absolue, l'erreur moyenne, signal de dérive, et vous allez analyser les données. Vous pouvez lancer toutes les méthodes que vous voulez vérifier. Donc, la saisie des données. En bas, un onglet, un champ où on va sélectionner la méthode qu'on va utiliser. En bas, l'évaluation de la méthode par n'importe quelle équation d'erreur que nous voulons utiliser, ou il peut même tracer, vous allez voir, il peut même tracer les courbes, que ce soit des valeurs réelles ou des tendances, si on utilise une technique bien précise. D'accord? Donc, d'ailleurs, ce qui est pour la prévision, juste une demi-heure pour la prochaine fois. S'il vous plaît, je vais vous envoyer le lien pour le lien ou l'exécutable, il est possible, ou vous installez le logiciel pour gagner du temps. Inch'Allah, nous aurons un data show qui fonctionne et juste après, on va commencer avec la partie planification de la production. D'accord? Vous avez des D'accord. questions? Non, c'est clair. D'accord. Merci Madame, beaucoup. Oui, تفضل. madame, تنجم تنحي l'enregistrement باش نسألك حاجة خاطية الكور. Les notes. لا